I know I'm in the minority here, but I don't really like the Christopher Nolan Batman movies. I don't. I really just feel like they're overrated. Okay. Well, that's just an opinion. You see, that's why I prefaced it by saying I know I'm in the minority. Awkward. You know what? No, not really. It's not awkward, at least not until you said awkward. Now it's awkward because of what you said. Anyway. Anyway what? Anyway what? Really, because when you say anyway, then you have to follow it up with an actual contribution to the conversation we're having. Yikes. No, look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. There's no yikes, and the reason why there's no yikes is because there's nothing scary about this situation, okay? It's a very low-stakes situation. All right. No, not all right. Come here. No, don't look at him. Don't look at either of those guys. Look at me, all right? All right what? Because after you say all right, you have to follow that up with something. Don't do it. Don't look at them. Do not look at them. No, do not look at them. Do not look at them. Don't do it. Tell us how you really Okay, feel. you know what? I'll tell you how I really feel. Listen, I really feel like you're an asshole who has nothing interesting to say. So what? Ow. No, don't. No, don't look at him. Come here. Turn it right here. Tell me an opinion that you have about something. Just one opinion that you have about anything at all. Just share an opinion. Anything. Share an opinion. Share an opinion. Share an opinion. Share an opinion. Right now. Just off the top of your head. Share an opinion. Anything. Just one opinion. That's all I'm asking. Share one opinion right now. Share. I don't have an opinion, and that's why I just like everything that everyone else likes in pop culture. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 1. Eh oui, c'est la reprise, comme disait Zizou. Émission puissance des mots et choc des photogrammes. Web, c'est le ciné qui a dicté nos codes. Web, génération web. Alors, web, on déconne. Nope, on étonne. Web, c'est le ciné qui a dicté nos codes. Le cinéma qui est mort. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et oui, c'est la reprise, donc c'est la 15e saison qui démarre pour En attendant Godard, donc la meilleure émission critique de tout le Grand Ouest, on peut le dire. Émission qui a commencé ce matin par un marketing viral assez virulent, puisque donc je pense que si vous êtes amateur de cinéma, ou même si vous ne l'êtes pas, si vous écoutez peut-être tout simplement les infos, vous n'êtes pas sans savoir donc que le plus con des Suisses pro-chinois, comme on disait, donc le cinéaste Jean-Luc Godard est décédé ce matin à l'âge de 91 ans, donc à la suite d'un suicide assisté, comme c'est le cas, comme c'est légal en Suisse, car donc Jean-Luc n'aimant rien de moins que taquiner la politique et l'actualité, alors que le débat fait justement rejaillir en ce moment en France sur les suicides médicalisés. Donc Jean-Luc a décidé de prendre les devants et de, comme on dit, apporter sa contribution au débat. Mais nous allons revenir sur Jean-Luc quand même un tout petit peu après. Mais avant donc les forces en présence, donc évidemment de la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma droite, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir et merci pour cette très belle introduction. Merci. À ma gauche, toujours à ma gauche, il est de retour, revenu des terres lointaines hispanophones, et ça tombe bien car il a vraiment révisé pour l'émission de ce soir. De Galice même. Et voilà, exactement, de Galice, donc vous l'avez entendu, c'est carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À la mise en son de cette émission, il y a de retour Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Vous retrouverez vraiment Justine parmi nous la semaine prochaine, mais là elle est de retour de pérégrination dans les terres familiales de Thibaut, donc dans la Drôme. Eh oui. Donc voilà, on pense à elle, d'autant que pendant plusieurs jours elle n'a eu ni internet ni
électricité. Donc voilà, un peu un genre de retour à la nature, de Woman versus Wild pour Justine. On pourrait appeler ça une drôle de drôme, quoi. Exactement, un drôle de drôme. Exactement. Et donc, de quoi allons-nous parler ce soir? Et donc, je parlais de hispanophobie. Et donc, nous allons parler de Francophobie, plutôt, plus exactement. de francophonie et d'hispanophobie. Les francophonies de La Rochelle. Exactement. Très bien. Je vois que J'ai tu es en révisé, moi forme. aussi. Exactement. Donc, nous allons parler de Asbestas, le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, qui est sorti en plein été avec Denis Menochet et Marina Foïs. Ensuite, nous parlerons de Nope, donc le troisième long métrage en tant que metteur en scène de Jordan Peele, le quatrième d'ailleurs, parce que le premier était co-réalisé, une comédie avec son collègue Michael Peele, qu'on a entendu en pré-générique de cette émission. Et enfin, Michael Kay, oui. Jordan Peele et Michael Kay. Oui, Ouais, vous c'est savez, ça. oh là là, vous savez comment les artistes. Blanc bonnet, bonnet blanc. Hein. Exactement. Et enfin, nous finirons, en tout cas, au moins au minimum, je pense que c'est un de ceux qu'on aura le temps de faire parmi tous les films de l'été que l'on voulait traiter, le nouveau long métrage de George Miller, 3000 ans à t'attendre. Mais avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons faire les agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc l'information principale de cette semaine, de cette journée, de cette année, diront même certains cinéphiles trépanés, donc c'est le décès de Jean-Luc Godard qui nous a pris un peu par surprise. Moi, ça faisait plus de 10 ans que j'attendais d'enfin appeler cette émission En enterrant Godard, et là, juste avant notre reprise, Jean-Luc m'a pris de court, comme on dit, il est vraiment très fort. Les cours à l'université, donc notamment les cours de cinéma, ont repris hier, et là je pense que les trois quarts des professeurs de cinéma sont en deuil, parce que Dieu sait qu'on en a soupé du Godard quand même quand on était à la fac, à tort et souvent à raison, mais quand même parfois à tort aussi, puisque donc on va pas revenir sur toute la carrière de Jean-Luc, on ne fera pas d'émission spéciale sur la carrière de Godard, puisque les Godardiens férus qui avant traînaient dans cette émission sont maintenant partis vers d'autres cieux, et donc je pense que on serait bien... Ils sont pas morts. Hein, non, ils bien, sont pas morts. ils sont toujours vivants. Oui, par ils contre. sont toujours vivants, mais ils sont pas forcément à Rennes. Mais ils sont dans les Côtes d'Armor. Oui, voilà, c'est ça, par exemple. Ou en Corée du Sud, bon, tu vois, donc c'est pas vraiment à côté, quoi. Donc c'est vrai que je trouve qu'on a tout ici, ça a un rapport assez particulier à Godard, parfois conflictuel, parce que de toute façon, évidemment, le chose peut dire que Godard, qu'on aime ou pas, le garçon, c'est évidemment un des metteurs en scène les plus importants et les plus importants de l'histoire du cinéma, à la fois pour plein de bons côtés et aussi beaucoup de mauvais, parce que le problème n'étant pas forcément Godard, mais plus les gens qui l'ont suivi, donc certains qui l'ont pris en exemple ou qui ont voulu l'émuler en faisant de la merde. Qui l'ont pris trop au sérieux. Voilà, qui l'ont pris trop au sérieux, parce qu'il y a quand même ce caractère-là d'escroc assez génial qu'il y a chez Godard. C'est le surnom que je lui ai toujours donné. Moi, c'est un de mes escrocs préférés avec Andy Warhol. C'est ça. Voilà. Jusqu'au bout, Jean-Luc Godard attendait que quelqu'un lui dise, mais peut-être que vous racontez des conneries. En fait, personne ne l'a fait. Maintenant, c'est trop tard. Bah voilà, bravo, bien joué. Rappelons que sa dernière non-apparition au cinéma est donc dans le film co-réalisé par Agnès Varda et par JR, où Jean-Luc donc n'avait pas ouvert à Agnès Varda, mais en même temps il y avait JR, donc moi j'aurais été Jean-Luc, j'aurais pas non plus ouvert ma porte à JR. C'est le meilleur moment du film. Peut-être qu'il a cru que c'était JR de Dallas aussi. Oui, c'est ça. Ah bah là pour le coup à Bobby Ewing ou à Ils auraient à fumé JR, un cigare ouvert. ensemble. Ouais, voilà. Peut-être qu'il aurait ouvert. C'est vrai. Donc voilà, le décès de Jean-Luc Godard, une partie de la cinéphilie est en deuil pendant que l'autre continue à raconter n'importe quoi en le comparant à des êtres ignobles de la politique française, mais nous ne citerons pas ces... Moi je trouve que c'est un peu, là, ces temps-ci, je sais pas pour vous, mais ça sent, sans vouloir faire de mauvaise blague, ça sent un peu la fin de règne. Ça hein, sent quand le même, sapin, en tout cas. Gorbatchev, Elisabeth II, Jean-Luc Godard. Elisabeth II qui était formidable dans Les Charlots à Hong Kong de Yvan exactement. Chiffre. Donc Clint Eastwood, fais gaffe à ton cul. Oui. D'ailleurs, Parce que là ça tombe comme un gravelotte. Très mauvaise période pour le cinéma suisse, parce que ce week-end aussi est mort Alan Tanner, l'autre grand cinéma suisse, le réalisateur notamment de La Salamandre et puis de Messidor, donc qui est décédé. Il y a William Klein aussi qui est mort ce dimanche. Qui a photographié Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard plusieurs fois. Donc Et qui a fait des films tout à fait sympathiques. Comme Mr. Freedom, notamment tourné en mai 68. Donc voilà, ça sent le sapin, protégez vos vieux là. Mais... Faites attention, voilà. De toute façon, mais on peut se replonger aussi dans ah oui, dans le cinéma de Godard, surtout tous ces pas de côté qu'il avait fait. Il y a 150 notamment, films sous tous les formats différents. Non, mais tout ce qu'il avait fait avec les États généraux du cinéma, avec quand il était tourné aux États-Unis aussi. Oui. Son documentaire là sur. Ouais, tous ces docus, moi je trouve qu'il y a des trucs ces bien. docus sont super bien. Le groupe. Il y a à boire et à manger, comme on dit chez Jean-Luc.
Voilà, tout ce qui ne fait pas partie de sa filmographie, on va dire traditionnelle, tous ces pas de côté sont absolument passionnants. Puis dites-vous que quitte à regarder un réalisateur de Nouvelle Vague, pendant que vous regardez un film de Godard, vous ne voyez pas un film de Romer, ce qui est quand même plutôt, pas mal. Hein. Voilà. Donc, je vois que monsieur a choisi son camp. Ah bah oui, ça totalement. De toute façon, Eric est vraiment tout en dessous parce qu'on sait tous que le meilleur c'est Chabrol. Oui. Tout simplement. Donc sinon quand même agenda, parce que malgré tout ça, même si d'après Jean-Luc le cinéma est mort et peut-être que le cinéma s'il meurt en tant qu'art il ne lui survivra pas, il y a quand même des choses qui sortent, ne t'en déplaise mon cher Jean-Luc, notamment demain au Tambour, ça tombe bien, c'est le retour du ciné Tambour et première séance avec Révisez vos classiques, avec à 18h les choses de la vie de Claude Sautet et à 20h30 un ciné-concert autour de l'Aurore de Friedrich Murnau. Bon bah ouais, c'est juste un programme ils trop beau. Ils ont quand même une pure prog en ce moment, le ciné Tambour. Ouais, ça promet, là, il y a des choses qui sont assez incroyables qui vont arriver sans trop. De toute façon, ils ont balancé toutes leurs prog. Mais il y a Ikari, le film tchécoslovaque de science-fiction là, qui est une rareté, qui est d'une élégance assez folle. Il y a le fond de l'éré rouge de Marqueur. Tout ça. Il y a plein de bonnes choses. Ouais. Jeunes étudiants, faites pas les nuls, allez voir ça, c'est juste à côté. Ultra stimulant et en même temps ultra beau parce que là, ce premier double programme là, c'est 2 des plus beaux films. Pas de l'histoire du cinéma, faut peut-être pas pousser, quoique l'Aurore aussi quand même. 2 belles histoires d'amour en tout mais cas. Mais 2 très très magnifiques films. On continue dans les bons films ce dimanche à 18h au cinéma Arvor, dans le cadre de Monumental, ce sera Rashomon de Akira Kurosawa. Pas mal, hein, on peut se dire. Tout petit. On peut le dire. Et donc, sinon, dans les sorties nationales de demain, de choses dont on ne parlera probablement pas, il y a Chronique d'une liaison passagère, le nouveau film de Emmanuel Mouret avec Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin. Il y a un film qui s'appelle Canaille avec José Garcia et François Cluzet. On m'a parlé en détail de L'homme de la cave, ça a l'air très drôle. Ah oui, ça a l'air génial. Tu vas à la cave, ah putain, c'est François Cluzet. Formidable. Sinon, il y a un film avec Cadmerade, du réalisateur de La Vache, Citoyen d'honneur, dans lequel Cadmerade a le prix Nobel de littérature et il revient sur cette terre natale en Algérie. Un beau film poignant et dramatique. Sinon, il y a d'ailleurs demain il y a un documentaire qui sort avec Jean-Luc Godard à Vendredi Robinson. Donc voilà, je ne sais pas si ça marchera chez nous, mais donc c'est probablement sa dernière apparition à l'écran. Sinon, il y a un film anglais ou américain, je ne sais plus, avec Saoirse Ronan et Sam Rockwell qui s'appelle Le coup de théâtre See How They Run, un genre de film policier un peu fantasque qui sort, un genre de Knives Out mais d'époque. Et sinon, il y a un documentaire qui j'espère va passer, qui a l'air super bien, qui s'appelle Fire of Love de Sora Dossa, qui est sur le couple Croft qui étaient des vulcanologues et ça a l'air absolument foufou. Donc voilà, on ne parlera vraisemblablement pas de tout ça la semaine prochaine, sauf si Fire of Love passe au cinéma, mais là en tout cas, donc pas le temps de niaiser, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties cet été, on va essayer de reparler un petit peu de tout ça, et donc on va aller dans un sale état. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le groupe Vacances, VCNCS comme ça s'écrit, et leur première démo qui est disponible sur Bandcamp avec le titre Dirty State, hein, donc les copains de Vacances qui ont pas mal de dates de prévues là en ce moment, notamment en Espagne le mois prochain, et de l'Espagne il va en être question dès à présent, donc avec le nouveau long métrage en tant que metteur en scène de Rodrigo Sorogoyen qu'on connaît ici pour notamment El Reno et puis Madré qu'on avait traité dans cette émission. Et il avait fait Que Dios
Nos Perdonés. Exactement, qui était avant El Reno. Et puis là, Isla Minima. Non, c'est pas lui, Isla Minima. Son premier film, c'est Stockholm. Après, il y a quelques Nos Perdonés. Et il a fait une excellente mini-série l'année dernière qui s'appelle Antidisturbios, donc sur les brigades anti-émeutes à Madrid. C'est en 6 épisodes d'1 heure que je vous recommande chaudement. Et donc, Rodrigo Sorogoyen, c'est vrai que c'est un cinéaste qui, quand même, depuis quelques années, gagne en puissance formelle et en puissance d'écriture. Et avec ce dernier long métrage, donc Asbestas, ça ne dément pas. Film qu'il a coécrit avec Isabel Peña, qui, donc, comme je le disais, met en scène Marina Foïs, Dominique Ménochet et 2 acteurs espagnols absolument hallucinants. Il y a Luis Zahera et Diego Anido, et donc film qui se passe en Galice où un couple d'expatriés français, comme on dit, donc qui sont joués par Marina Foïs et Denis Ménochet, ont décidé de racheter une ferme et un terrain pour faire planter des plantes bio. Sauf qu'on se rend compte quand même assez vite que leurs voisins, en tout cas beaucoup leurs voisins, mais notamment leurs voisins directs, ne peuvent pas les blairer. Genre, ils les détestent cordialement, ils vont essayer de leur faire des crasses pas possibles pour qu'ils se dégagent. Et donc évidemment, au-delà d'une simple querelle de voisinage, il y a un problème économique qui est lié à la région de la Galice, enfin en tout cas à la région dans laquelle eux habitent, et est beaucoup plus important que ça pour tous les personnages et pour différentes raisons qui expliquent cette haine qu'ils vont se vouer, et avec, comme on dirait pudiquement à la télé, certains dérapages qui vont avoir lieu, pour le moins. Donc voilà, donc le film se déroule en Galice, qui est une région assez spécifique de l'Espagne, qui est au nord-ouest, juste au-dessus du Portugal, et qui a quand même quelques particularités, au même titre que la Catalogne ou que le Pays Basque. Il y a quand même un caractère régionaliste extrêmement marqué, avec un dialecte particulier, avec des traditions. Il y a eu des Celtes aussi. Il y a eu des Celtes aussi. C'est pour ça que souvent ils sont invités au Festival interceltique de Lorient, par exemple, ou ce genre de truc de bagadou, quoi. Donc, la ville de Rennes est jumelée avec la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. La Corogne est jumelée avec Quimper, il me semble, ou Vigo, je ne sais plus. Voilà. Mais Lorient et Vannes sont. En tout cas, il y a des jumelages entre Bretagne et Galice. Région qui du coup a des particularismes certains et très marqués. Où donc ça sera un petit peu comme au Pays Basque chez nous, comme en Bretagne, comme en Corse. On décrit un peu que c'est un peuple parfois un peu dur qui a des traditions séculaires qu'il ne faut pas perturber, alors que là, en l'occurrence, les Galiciens, en tout cas qui ont mis en scène dans le film, voudraient plutôt bousculer la tradition et donc accepter un projet immobilier qui voudrait mettre sur leur terrain des éoliennes contre une grosse compensation financière, parce que donc, ce sont quand même plutôt des paysans pauvres dans une région qui n'est pas très bien servie par le régime espagnol central. Et donc évidemment, de toutes ces tensions autour de ce projet économique vont se heurter les 2 Frenchies qui sont là depuis quelques mois, voire une petite année à peu près. Donc évidemment, ça va être entre guillemets une guerre de civilisation et une guerre culturelle entre 2 murs d'incompréhension sur, on va dire, différents dialogues qui ne vont pas arriver à se nouer. Évidemment, comme souvent chez Sorogoyen, il y a une interprétation très forte et d'ailleurs mastoc des acteurs, à la fois des acteurs espagnols, notamment Luis Zahera, qui est un des 2 frères galiciens qui a le plus d'importance narrative, en tout cas qui est le plus le moteur de l'action. On avait déjà vu dans des films précédents dans El Reno, Sorogoyen, dans El Reno notamment, il était hallucinant. C'est lui qui jouait l'espèce d'homme politique un peu madré, un peu entaré là, qui gueule sur les gens, qui fait peur. Et donc il fait peur aussi. Oui. Et donc là, nous avons donc 2 acteurs français bien connus, qui est le gros Denis Ménochet et la toute petite Marina Foïs, qui donc jouent dans un registre quand même différent, ce qui parfois assez tard, je pense qu'on en parlera dans notamment une scène centrale d'engueulade entre la mère et la fille, où il y a certains tics ou travers du cinéma français qui viennent presque parasiter le formalisme de Sorogoyen, qui tient une mise en scène tout en tension. Il y a à la fois dans des scènes de dialogue où il y aura quand même beaucoup de plans séquences, qu'ils soient fixes ou bien mobiles, qui sont hyper impressionnants, qui est peut-être maintenant une de ces marques de fabrique, qui part un peu comme un trope assez commun finalement du cinéma contemporain, de vouloir faire de la virtuosité par des plans très très longs, sauf que là au contraire ce n'est absolument pas gratuit, c'est pas des démonstrations de force, mais c'est autant basé sur la performance de l'acteur que finalement sur une performance de la tension. Oui, c'est vrai que par rapport à la virtuosité technique de Sorogoyen, c'est vrai qu'en fait, on la voit plus. En fait, on la voit plus parce que, alors certes, il y a des mouvements de caméra, mais on n'est pas dans un registre ultra démonstratif, type dernièrement 1917 de Sam Mendes, parce que cette mise en scène, bien entendu, sert le projet
et politique et social et dramatique du film. Et puis surtout, si on peut peut-être revenir déjà sur cette scène de dialogue, surtout les acteurs joue comme des brutes et les lignes de dialogue sont absolument passionnantes. Et en fait, finalement, en tant que spectateur, ta concentration autour de la mise en scène, en fait, se délite un petit peu et va basculer vers des lignes de dialogue qui sont chaque mot est pesé, chaque mot et chaque phrase est d'une construction limpide qui fait qu'en fait le spectateur ne sait jamais où se placer, parce que bien entendu ce film pourrait commencer sur un rapport assez manichéen, western. Les personnages ne sont pas des bavards non plus, quoi. Que ce soit le perso Ménochet ou bien des deux Galiciens, ils parlent. Voilà. Quand ils parlent, tu les écoutes en fait. Ils parlent pas pour rien. Et c'est ça qui est hyper western, important. Effectivement, aussi, et en fait, ce côté genre les gentils français avec les méchants galiciens qu'on pourrait croire au début va totalement se transformer. Ça va devenir une espèce de mélange tout en ambiguïté qui fait que voilà toutes les lignes de dialogue en fait vont demander au spectateur énormément de concentration pour voir où Sorogoyen veut en venir, ce qui fait que le film est d'une richesse absolument inouïe. 2h17 il me semble. Ouais. De film, construction un petit peu en plusieurs actes. En plus, il se permet de rebondir sans trop spoiler le film, même si beaucoup de monde l'a vu, mais il se permet de rebondir sur des choses qui sont assez inattendues pour revenir. Donc voilà, le film est absolument passionnant à ce niveau-là. Mais au-delà de la mise en scène, moi, en termes de mise en scène, moi, par contre, il y a deux trucs, mais on y reviendra sûrement, qui m'ont absolument bluffé. C'est le dialogue central entre les deux frères et Denis Ménochet, qui est d'une justesse absolue. Refus du chant contre chant, on laisse les acteurs parler, avec un cadre qui est étouffant au possible, c'est hallucinant. Et là, voilà, dans une petite auberge déjà, dans un petit café. Et là, on sent toute l'ambiguïté de toutes ces situations, qu'elles soient économiques, morales ou sociales. Et c'est hallucinant. Et puis, on va l'appeler la scène dans la forêt, avec une gestion. Là, c'est quasi carpenterien, avec une gestion de la profondeur de champ qui est hallucinante. L'apparition de personnages dans la profondeur derrière les arbres. Oh là 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 là, mais ça te met... moi, j'ai halluciné, quoi. C'est tendu du slip. C'est tendu comme pas possible. C'est une merveille absolue. Et c'est un film qui est pas aimable, et en même temps, ça fait tellement de bien de voir un cinéma d'une puissance et d'une richesse comme ça. Docteur. Ouais, alors moi, je te rejoins complètement, notamment sur le fait que finalement la virtuosité de la mise en scène elle sert tellement en fait le propos du film et l'histoire en fait qu'effectivement moi j'ai pas ressenti même si je déteste pas ça du tout chez Sorogoyen, mais j'ai pas du tout ressenti un côté matu vu qu'il y avait un petit peu dans El Reino, notamment à la fin d'El Reino, moi que j'avais apprécié beaucoup, mais il y avait un côté un peu dans El Reino aussi ça correspondait plus aux différents personnages qui étaient des personnages beaucoup plus grandiloquents, qui étaient dans des milieux politiques, mafieux, plus théâtraux quoi. Voilà, qui demandaient un peu justement une mise en scène un peu d'esbrouf presque, un peu baroque quoi. Ouais, voilà. Et là effectivement moi je trouve on est plus c'est assez bizarrement, alors je sais pas si c'est moi parce que je suis en train de travailler là-dessus, mais on est plus finalement dans une logique Max Ophuls, quoi. C'est-à-dire que la virtuosité sert vraiment l'histoire, quoi. Et au bout d'un moment, en fait, on a l'impression que c'est super facile de filmer les scènes comme il les filme, alors qu'en fait, je pense que ça, notamment chez les acteurs, ça a dû demander quand même pas mal de répétitions. Oui, c'est l'apparente simplicité. Ouais. Oui. Et puis il faut voir les territoires qu'il filme. En fait, rien n'est simple, quoi. C'est comme Macti qui filme le 13e guerrier, en fait. Tu te dis, voilà, il y a des rochers, c'est étroit, il y a des baraques, il y a des couloirs, il y a des vallées, il y a la forêt et tout. Tu fais, oh. Mais ce qui, moi, m'a vraiment plu dans ce film-là, c'est que c'est une tension crédible, en fait. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est que c'est pas une tension artificielle, en fait, sur le plan scénaristique. C'est-à-dire que moi, et il le fait, en fait, c'est quelque chose qu'il a toujours fait dans son cinéma. C'est-à-dire, il prend un genre et puis il postule le fait que le spectateur qui va regarder le film est cinéphile. Et que le spectateur se dit, bah tiens, le film va m'emmener vers dans telle direction. Pas forcément cinéphile, mais qu'en tout cas, il est habitué en tout cas à une appréhension des codes. Voilà, qu'il a une appréhension des codes. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose d'assez... il arrive à faire une espèce de pas de côté. C'est-à-dire que, sans révéler trop ce qui se passe dans le film, il y a une espèce de construction en deux temps, en fait, dans le film, que moi j'ai trouvé assez intéressante et assez surprenante. Je m'attendais pas... Une disparition de personnage. Ouais, je m'attendais pas à ça, et ce qui m'a fait un peu penser au Nid de Machad, d'ailleurs, aussi. C'est un film construit en deux temps. Un film iranien qui est sorti cet été. Il y a pas mal de films cet
sortis cet été qui sont comme ça, des espèces de films à double détente en fait, à double effet kiss cool, le bigou comme on dit. Et ouais, moi j'ai vraiment, moi je sais que c'est un film, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi noche où dès les 5 premières minutes, moi j'étais tendu, quoi. Et j'ai été tendu pendant tout le film, quoi. Et où vraiment je me disais, mais chaque scène, on a vraiment le sentiment que oui, ça va partir en sucette. Et où tu sais pas à quel moment est-ce que la bascule va se faire. Ouais. Ou est-ce que la tension devient de la violence. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un crescendo. C'est-à-dire que c'est en fait une espèce de montagne russe. Ouais, c'est des va-et-vient en fait. C'est-à-dire que on pourrait penser qu'on se dit oh là là, ça va mal se mettre entre les personnages, ça va aller vers de plus en plus de violence. On s'attend à ce qu'il y ait des paliers, et en fait il redescend d'un palier pour remonter d'un palier pour redescendre d'un palier, ce qui fait c'est ça que moi j'ai trouvé justement réaliste, c'est que dans la vraie vie, puisque je crois que c'est tiré d'un fait divers réel en plus, cette histoire, hein, et je crois que dans la vraie vie, sauf cas exceptionnels de faits divers, la plupart des faits divers sont pas des choses extrêmement spectaculaires en fait en termes en général, c'est de scénarisation entre guillemets quoi. Et justement, et donc les gens vont essayer de calmer le jeu. À un moment, on pense que les Galiciens, eux aussi, sont prêts à calmer le jeu, et sans doute qu'ils le sont aussi. Enfin, voilà. Et puis il y a cette scène centrale où là, en fait, on comprend que non, ça va forcément mal se mettre. Ça peut que mal se finir cette histoire, parce qu'il y a effectivement cette espèce d'incompréhension avec ces personnages effectivement qui sont là depuis des centaines d'années et qui sont à la limite de crever de faim. Qui sont des prolétaires, et puis les Français qui eux sont des gens de la classe moyenne, anciens profs, voilà, et chacun vit dans un fantasme en fait, c'est-à-dire que les paysans galiciens, le fantasme du retour à la terre pour les Français, et le fantasme de la manne écologique pour les agriculteurs en fait, et cette espèce de double fantasme, c'est ce qui constitue aussi c'est leur imaginaire bloqué en fait, qui constitue aussi le fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est-à-dire beaucoup plus finalement que les différences culturelles ou que une certaine xénophobie qui surgit à certains moments, mais qui finalement pour moi est qu'une surface en fait, et qui cache effectivement des questions de classe sociale et des questions d'imaginaire liées aux classes sociales à l'intérieur duquel chacun est placé. La xénophobie est surtout c'est plus un symptôme en fait, l'aspect plus facile à découvrir, en tout cas sous lequel recouvrir toutes les problématiques sociales et idéologiques qui sont sous-tendues par les problèmes des personnages, ou en tout cas par leur volonté d'émancipation ou de retour à un idéal un peu. Et du coup, ça lui permet d'échapper à cette espèce de choses qui est devenue un peu cliché, des gars de la ville qui sont forcément sympathiques et positifs et progressistes, qui se retrouvent face à des ploucs qui eux par contre sont réactionnaires, sont brutaux, etc. Et plus le film avance, et pour ça aussi que le film fait 2h17, c'est que plus le film avance, plus on comprend les uns et les autres, et on n'arrive plus trop à choisir en fait un camp en fait. Et c'est ça que moi j'ai trouvé plutôt là aussi réaliste, c'est que comme dirait Renoir, le drame dans l'existence, c'est que tout le monde a ses raisons quoi. Oui, mais ce qui pourtant, de ce point de vue là, n'excuse rien au drame au pluriel qui arrive. La culpabilité elle existe aussi. Voilà. Enfin voilà, c'est... Et où dans toute la deuxième partie. Voilà, donc Marina Foïs prend en charge le film en fait. Prend en charge le film. Elle est bluffante. Mais à part moi, j'ai trouvé peut-être cette scène centrale justement d'engueulade avec la fille, où l'impression ça fait très, très film français. Les gens gueulent. Oui et non. Enfin oui et non. C'est-à-dire, moi en tout cas, moi j'avoue que j'ai ressenti ça dans les premières minutes. Mais en fait la scène est tellement longue qu'au bout d'un moment. Il y a un épuisement. Ouais, et je me suis rendu compte. Il y a un épuisement du cinéma français. Ouais, mais qu'au bout d'un moment, en fait. Dans la sangria. Au bout d'un moment, moi j'y ai cru complètement à cette scène, puis les choses qu'elle se balance à la gueule, putain, t'as tout qui ressort, les dialogues sont hallucinants. Et puis les déplacements, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle se touche, et là ça devient violent. Enfin pour moi il y a une vraie violence qui se déroule, et parce que c'est des gens qui ont gardé des trucs en eux depuis tellement longtemps, et moi je trouve il y a un quant à soi qui notamment il y a des répliques de Marina Foïs à sa fille, quoi. Je veux dire des trucs, moi j'aimerais pas que ma mère me parle comme ça, hein, franchement, c'est parce que c'est c'est autant la fille elle a ce côté un peu rebelle, je sais mieux que tout le monde. Elle a 20 ans, quoi. Mais justement, c'est intéressant parce que cette espèce de cliché de jeunesse, de jeune fille française, Marina Foïs, quand elle commence, à rentrer, quand elle commence à être énervée, qu'elle commence à sortir, à vider son sac, elle pulvérise ce cliché-là. Et moi, je trouve que c'est une scène en fait qui fonctionne sur la durée.
C'est-à-dire que si on regarde les 2-3 premières minutes de la scène, effectivement, c'est une scène de cinéma français un peu cliché, un peu parasitaire. Dans une cuisine comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi cette scène ? Et en fait, comme la scène est tournée en plan séquence, que ça dure, et puis que ça s'en va, les gens s'en vont, donc on croit que c'est fini, puis en fait ils reviennent et ça devient encore plus violent. D'autant qu'en plus, celui-là, c'est un plan séquence où la caméra est extrêmement mobile. Elle est très opératique, à l'inverse du plan séquence dans le bar avec Ménochet. Et donc, moi, je trouve que c'est justement assez habile, en fait, de la part de Saragoyen d'avoir réussi à contourner, en fait, ce qui risquait d'arriver dans le film, c'est-à-dire, effectivement, ce côté cinéma français un peu déclamatoire, en fait, voilà. Donc moi, j'avoue que c'est une scène que j'ai trouvée assez perturbante, parce que à la fois, je trouvais que la scène était très efficace sur le plan narratif, et en même temps, j'étais dans une espèce de posture de méfiance cinéphile que finalement Saragoyen a réussi à retourner au cours de la scène, en fait, et que les acteurs ou les actrices aussi ont réussi à faire. Pour rebondir sur ce que tu disais sur au bout de 5 minutes, tu sais qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. Moi, après avoir vu ce film, j'ai revisionné donc El Reino et puis Stockholm, que je n'avais pas vu. Et ce qui est très intéressant chez lui, c'est que c'est un cinéma qui est à la fois optimiste et pessimiste. Optimiste dans le sens où dès que tu regardes un film de Sorogoyen, le spectateur est optimiste dans le cinéma parce qu'il y a une vraie excitation. Parce que c'est le début hallucinant, quasi manien de El Reino. Parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer parce avec que tu as un vrai plaisir de mise en scène aussi. Et dans Stockholm, c'est pareil, parce que c'est un film qui est là aussi, alors qui est moins connu, mais c'est un film qui franchement qui est peu aimable, parce que c'est une espèce de teen movie machin. Ils sont un peu chiants, mais tu te dis, mais en ayant vu Asbestas et en ayant vu El Reino et Que Dios nos pardones, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire de cette espèce de teen movie avec des personnages qui sont franchement détestables. Donc là, il est optimiste parce qu'il est excitant. Et ça, c'est hallucinant. Et en même temps, il est pessimiste parce que le récit, tu sais très bien que dans tous ces récits, ça va partir en cacahuète. Et dans tous ces récits, il y a littéralement personne qui ne va en sortir indemne. C'est une logique de film noir. De toute façon, quel que soit finalement le genre auquel il s'attaque, il est dans une logique de film noir où il y a une fatalité, en fait. Parce que dans Asbestas, il n'y a aucune échappatoire, vraiment. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il aurait pu filmer la Galice en mode l'Espagne touristique, la Galice, les Celtes, youpi, Saint-Jacques-de-Compostelle, on voit des pèlerins et compagnie, c'est magnifique. Ouais, mais non. Non, déjà, la nature est très, très, très peu mise en valeur. Moi, je trouvais ça assez hallucinant parce que c'est magnifique. Il pleut beaucoup. Ah oui, il pleut beaucoup, ouais. Très gris, très humide. Ça nous rappelle le pays. Voilà, exactement. Mais c'est magnifique. Donc on est vraiment en dehors vraiment de cette Espagne de carte postale. Donc ça déjà aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Et pour une première émission, j'ai oublié où je voulais revenir. Très bien. On est sur de bonnes bases pour cette année. Et puis donc voilà, il y a ce côté, cette dichotomie, mais comme ces personnages en fait qui sont d'une ambiguïté folle. Et ici, le cinéma de Sorogoyen en fait mixe entre du positif, du négatif. Tu mélanges le tout et ça fait un cinéma ultra stimulant. Peut-être un des plus grands cinéastes européens à l'heure actuelle. Oui. Voilà, je m'engage un petit peu, mais on est vraiment dans quelque chose d'absolument stimulant. Disons que ça confirme ce que moi je commençais à penser déjà, c'est que voilà, effectivement, et puis quelqu'un qui connaît les genres auxquels il s'attaque et qui parvient à jouer avec le spectateur sur sa connaissance des genres, sans jamais, par exemple, parler le côté western. Il y a le côté western, on en a pas parlé. Il tombe jamais dedans. Il est toujours en bordure d'une esthétique, de quelque chose de westernien. À la frontière. Il est effectivement tout à fait à la frontière. Voilà, les scènes horrifiques de tension. Les scènes d'auberge, il y a des moments où ça devient du film d'horreur, du survival. C'est absolument magnifique. Un mec qui sait un peu ce qu'il fait. Ouais. Donc voilà, c'est l'excellent film, vous l'aurez compris, de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, qui passe encore dans quelques salles à Rennes, je crois. Donc, de toute façon, vous voyez-le ou vous voyez-le. Je crois qu'il est encore à l'Arvor. Ouais. Je crois qu'il a plutôt bien marché, ce film. On parlait de tension et d'horreur, on va continuer, mais là on va partir aux États-Unis d'Amérique. On parle notamment de chevaux, mais là on va écouter des chiens. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Fabulous Sheep avec leur titre Dogs. Fabulous Sheep qui est un groupe de rock de Béziers. Eh oui, et ça c'est pas commun les enfants. Et donc de chiens il n'en est pas vraiment question dans le nouveau film de Jordan Peele, Nope, ou comme on dit au Québec, ben non. C'est le titre québécois donc de Nope. Ben non. Et donc qui met en scène Daniel Kaluuya et
Keke Palmer, donc qui joue deux frères et sœurs qui tiennent un ranch aux États-Unis d'Amérique, en Californie. Ils sont notamment dresseurs de chevaux pour le cinéma. Ils font ça depuis les premiers temps du cinéma, comme ils le répètent eux-mêmes au début du film. Et donc ils se rendent compte que au-dessus de leur ranch, quand même, il se passe des trucs chelous. Il y a des choses qui tombent du ciel, qui ont tué papa au début du film, qui est quand même joué par Kiss David. Que j'ai regretté de ne pas voir plus dans le film. Ouais, parce qu'on aime bien Kiss David. Et là, ils se rendent compte content de le voir en générique et puis il se passe des trucs, et notamment il y a un nuage tout au fond là-bas dans les collines qui bouge pas. Qui bouge pas, il est bizarre ce truc. Et en fait, la nuit, il sort et il va. C'est un genre d'énorme trou de balle géant. d'ovni, de blob aspirateur, d'ovni, qui ressemble Alors, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez tout de suite la chronique parce qu'on va spoiler. Là, par contre, on va spoiler comme des bâtards. Donc, qui ressemble à un gros truc tout plat avec un trou de balle qui aspire les gens au milieu. Donc, ils vont se dire quand même, mais qu'est-ce que c'est bizarre. Il faudrait peut-être essayer de le filmer quand même pour se faire de la thune, parce que le ranch a quand même des problèmes de maille. Donc là, ils vont faire appel à un petit geek qui bosse dans un truc d'électronique. Et il y a aussi quand même le retour de ce fucking Michael Wincott, avec sa voix, l'homme qui fume le plus au monde, qui a un cendrier entier dans la bouche, et le meilleur second rôle de toutes les années 90 dans le cinéma américain. Dans Deadman, qui était génial. Dans Deadman, dans The Crow, dans The Doors, dans Robin des Bois, Prince des voleurs, dans 1492, un acteur qu'on surkiffe et qu'on voit dans enfin Strange Days. revoir. Ouais, exactement aussi. Mais partout. Putain, quel acteur. Donc voilà. Dans Alien 4. Voilà. Oui, exactement. Déjà, moi, juste pour ça, j'étais comme hyper content de le revoir, ce qui est certes un petit plaisir de cinéphile, mais qui marche quand même. Mais qui part Jordan Peele sait appuyer sur les bons boutons. Voilà. Et qui donc évidemment, comme une partie du propos du film, fait, on va dire, appel à nos réflexes ou à nos références cinéphiliques ou cinématographiques. Ce qui d'ailleurs, je trouve, n'est pas forcément le côté le plus malin du film, comme dans ses deux premiers longs métrages en solo, Get Out et Us, qu'il avait fait. Avant, il avait co-réalisé un film avec Michael Kay, qui était une parodie de John Wick, dans lequel ils avaient un chat qui allait le buter, donc ils allaient le sauver pour aller tuer des gens. Accessoire, mais rigolo. Voilà, mais rigolo. Et donc, comme c'est dans ces deux premiers films, qui sont des films assez volontaristes en termes de, on va dire, presque de pédagogie sur la question noire américaine contemporaine, là, ça participe un peu de ça, tout en essayant de retraverser à la fois une histoire du cinéma américain et presque une histoire de la violence et de la transmission de la violence. Une histoire du regard, en fait. Voilà, l'histoire du regard de la violence et du coup de la transmission de la violence. Ce qui sont des choses intéressantes, qui sont hyper casse-gueule, qui ne sont pas toujours bien gérées dans le film, notamment dans la première partie, qui met en place son intrigue d'une manière assez étrange presque. Donc, c'est-à-dire on ne sait jamais vraiment sur quel pied il veut danser, ou en tout cas là où il veut nous amener, pour nous amener à une deuxième partie que je trouve beaucoup plus réussie que la première, où on va vraiment tomber dans des éléments d'horreur et dans une mise en scène stratégique pour, entre guillemets, capturer le monstre, qui est, je trouve, un très beau monstre qui ressemble à un test de Rorschach en constante évolution. Et là, je trouve que c'est une voile, un genre de voile avec un design sonore qui est passionnant, où constamment on entend des gens qui tombent, qui tombent du ciel comme s'ils allaient s'écraser sur le sol, qui en fait sont les personnages qui sont coincés dans ce trou de balle géant. Donc Thibaut, vous avez vu le film aussi récemment. Vous avez aussi, je crois, les mêmes réserves que moi. Vous êtes mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, parce que je ne sais pas, parce que je pense que c'est un film qui va gagner à être revu. Ça c'est clair. Autant Get Out et Us étaient des films somme toute très linéaires. Hein. Us commençait un peu à se démarquer dans une intrigue un petit peu sinusoïdale. Et ici, on est clairement dans le cas. Et qui donnait une dimension internationale, enfin en tout cas nationale à son intrigue principale. Voilà. Us, des trois films que j'ai vus de lui, Us qui reste mon préféré, que j'aime vraiment beaucoup. Et ici, j'ai été... faut être honnête, j'ai été très décontenancé par le film. J'ai pris du plaisir. Je trouve que la beauté de cette vallée californienne est agréablement retranscrite. Le son et la musique, le traitement de sonore et la musique sont absolument magnifiques. Ça joue trop bien. Il y a Michael Wincott, donc forcément. Et pourtant, j'ai été décontenancé parce que derrière toute cette beauté, et voilà, techniquement, il a rien à prouver à personne. Il sait quoi faire du son et de l'image. Et en même temps, en termes d'écriture, j'ai trouvé le film
je trouve qu'il m'a perdu tout en le trouvant extrêmement ambitieux, voire quasi expérimental. Donc voilà, c'est cette balance. Il y a une espèce de balance que je n'ai pas réussi à trouver. Donc c'est même pas que j'aimais des réserves, c'est qu'en fait je pense que je devrais le revoir. Voilà, c'est tout simplement parce que il y a des choses qui sont très belles, il y a des choses, je sais, comme toi, je sais pas sur quel pied il a voulu danser, et pourtant j'ai été happé, et pourtant j'ai suivi le film de manière très, très agréable. Le monstre, en effet, est plutôt sympatoche. Mais voilà, je sais pas. Voilà, c'est assez... voilà, c'est pas que ce soit problématique, mais voilà, ça m'a décontenancé. Mais en fait, au final, avec le recul, je me dis que... Bizarre, par exemple, tu as tout le rapport avec la scène d'enfance, avec le singe qui va aller buter des gens, où tu dis que finalement c'est sur un personnage qui est très secondaire dans l'intrigue du film, mais qui prend quand même beaucoup plus d'importance parce qu'il en fait une partie centrale qui nous amène à la deuxième. T'as presque l'impression que c'est un bonus qui est intégré au reste du film, alors que ça colle pas vraiment. Un peu expérimental, ce côté décontenance, en fait, au final, je pense que c'est un point positif, parce que dans le cinéma américain contemporain, voilà, voir un réalisateur qui est sûr de son fait, hein, qui est sûr de sa technique, je pense qu'il est sûr de son écriture également, mais qui te prend par la main et qui te dit, viens, je vais t'amener dans un endroit que tu connais peu. Au final, des cinéastes comme ça, il y en a peu. Et en fait, ça fait du bien. Mais voilà, je pense que c'est un film qui mérite d'être revu. Et je pense, de toute façon, dans tous les cas, je pense que Jordan Peele est un cinéaste qui, peut-être à court terme, mérite d'être étudié. Voilà. À la fac, on écrit des bouquins, des très beaux textes. M. Night Shyamalan Ding Dong. Eh ben non, juste. Je sais pas, et je suis pas sûr. Moi, si je devais, comment dire. Déjà, moi, je trouve qu'il y a un truc. Moi, j'avoue que j'ai aussi été assez décontenancé par le film, ce qui est plutôt bien. Moi, je suis plutôt. Même si, effectivement, il y a un côté un peu brinque-ballant dans la première partie, mais est-ce que c'est faussement brinque-ballant ? Là aussi, je pense qu'une revision me permettra peut-être d'affûter un peu mon jugement. Mais ce qui, moi, déjà, moi, c'est ça, c'est le fait que. Quand j'ai vu son film, je me suis dit, ok, d'accord, ok. Là, maintenant, c'est confirmé, on a un auteur. On a un auteur de cinéma fantastique qui fait des films contemporains, qui fait du fantastique contemporain, qui n'est pas que dans la relecture des années 80 et des années 70, même si c'est évidemment ses sources d'influence. Et moi, si je devais le rapprocher de quelqu'un d'autre, je ne sais pas pourquoi, je le rapprocherais de, comment il s'appelle, David Cameron Mitchell. Le mec qui a fait It Follows et Under the Silver Lake, que j'ai eu l'occasion de voir cet été. Under the Silver Lake, qui est un film qui a été unanimement détesté. J'adore. Ouais. Et qui est un super film. Alors pareil, mais avec un côté... où qu'est-ce que tu veux me raconter, mec, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, tu abandonnes ton présupposé de spectateur qui a besoin que ça soit safe, en fait, pour t'abandonner au film. Et je trouve que dans le cas de Nope, ça marche assez bien, parce que pendant toute la première heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Mais où est-ce qu'il veut aller ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que ça poursuit ses métaphores autour de la question du racisme ? Et puis en fait, non, c'est pas ça. Au bout d'un quart d'heure de film, finalement, cette piste-là, elle est peut-être pas abandonnée, mais disons qu'elle se couple à d'autres choses sur ce que c'est que le cinéma, et notamment, pour moi, il y a une clé. En fait, c'est le fait que le monstre ne vous remarque que si vous le regardez. Et là, c'est là en fait que je me suis dit, ok, je commence à comprendre de quoi il est question. En fait, cette espèce, voir le point théorique du film qui va avoir une puissance formelle. C'est moins un trou du cul qu'un appareil digestif. Et en fait, mais c'est pas innocent, parce que tous les personnages. Ce que veulent les personnages principaux, c'est se faire du fric en faisant ce qu'ils appellent un plan Oprah, quoi, voilà, pour montrer chez Oprah Winfrey. Donc quelque part, ils sont dès le départ dans une culture de l'image, en fait, où les choses n'existent que si tu les regardes. D'autant que c'est un monstre aussi qui coupe tous les réseaux électriques dès qu'il apparaît au-dessus du ranch. Donc, ce qui évidemment va compliquer la prise de vue et va demander à faire appel à un cinéaste, ou en tout cas un caméraman qui utilise de l'argentique. Et donc du coup, il y a cette idée que tous les personnages, en fait, il y a un qui travaille effectivement chez Darty, il y a le comment dire, le Michael Wincott qui est directeur de la photo, enfin, qui est cadreur, enfin, caméraman, et tous les personnages en fait sont dans une espèce
fantasme scopique, c'est-à-dire qu'il faut absolument le réel ne suffit pas. Voilà. Le réel surnaturel finalement ne se suffit pas en lui-même et on ne peut expliquer les choses que par le filtre d'une image. Et là, je pense que là, pour moi, il y a une métaphore assez claire quand même de notre rapport notamment à Internet, notre rapport aux réseaux sociaux, du fait que les écrans ne sont plus réels que le réel et qu'on croit plus facilement une image à l'écran qu'une image qu'on verrait par nos propres yeux. Et je pense qu'il y a le truc classique, un écran, ça fait écran. Voilà. Et alors, ça peut pas. Moi, j'ai vu Black Mirror. Ça peut être un peu. On peut trouver ça un peu lourd, effectivement, comme métaphore. Et c'est peut-être un petit peu toujours le problème de Jordan Peele, c'est que sa dimension métaphorique parfois rentre un petit peu en conflit avec l'histoire, en fait. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Je trouve que parler finalement de notre rapport au regard, donc au cinéma, donc à l'image, donc à Internet, donc à la célébrité, donc, parce que ça brasse pas mal de trucs finalement. Le cinéma qui est la vérité 24 fois par seconde, je vous le rappelle, comme disait Jean-Luc. Et donc je trouve qu'il y a, le propos est peut-être un petit peu énigmatique à la première vision, mais je pense pas qu'il soit complètement dénué d'intérêt non. Et je trouve que c'est un film tu vois, c'est pas un film des années 80. C'est un film de 2022. Oui. C'est complètement un film de 2022. Oui, parce que surtout de la question du fétichisme aussi qui revient, le rapport à l'image, le rapport à la pellicule, à une certaine forme qui serait soi-disant glorieuse dans le passé. Voilà. Il ne convoque pas Rencontre du troisième type et Spielberg. Par exemple, des trucs tout bêtes, le fait que le monstre, en fait, ils ont une espèce de faux cheval qui pique dans le ranch d'à côté, dans le ranch, le ranch spectacle d'à côté, et il le recrache, en fait, parce qu'il sait que c'est pas un vrai, en fait. Il sait que c'est un simulacre, en fait. Donc donc il y a tout ce truc avec, il faut pas le regarder, si on regarde le truc, c'est là qu'il vous repère et c'est là qu'il veut vous manger. Donc il faut pas, ils veulent filmer quelque chose qu'ils ne peuvent pas regarder. Enfin voilà, et je trouve que par des reflets ou par le prisme d'un écran. Et je trouve que là il y a un truc qui il faudrait là aussi que je le revoie. J'avoue que j'ai aussi été tout aussi décontenancé que vous, mais je suis pas mi-figue mi-raisin sur mon ressenti du film. C'est-à-dire que en réfléchissant, je me dis il y a des trucs dans ce film, il y a plein de trucs dans ce film. C'est peut-être un peu le bordel, mais je vais pas me plaindre qu'on me propose des machins pour une fois Je veux dire, moi je me plains suffisamment de la platitude tu vois, scénaristique, formelle du cinéma du cinéma américain, on va dire mainstream, pour que quand il y a un film mainstream qui est largement diffusé, fait par quelqu'un qui est un peu connu, qui n'est pas un film Sundance entre guillemets, et qui en plus joue sur des codes de l'horreur, je veux pas non plus ça serait voilà. Et puis je peux pas en vouloir à un film qui dans cette scène superbe, moi je trouve, où ils doivent capturer le monstre et donc ils préparent tout un plan, et quand le truc commence, il y a une chanson qui passe, qui est une chanson que moi j'adore, qui est Exuma the Obeahman de Exuma, et qui est un morceau, et qui est un morceau qui est un artiste qui est très peu connu d'ailleurs, parce que très beau t-shirt, qui est un morceau qui est très peu connu. On voit d'ailleurs la pochette de l'album à un moment dans le décor, mais un artiste qui est très peu connu, mais par contre une chanson, et je trouve que la chanson utilisée sur la scène avec des chevaux et tout ça, je me suis dit mais c'est la première fois que j'entends cette chanson au Cinoche, et moi j'avoue que cette scène là elle m'a particulièrement plu. À quoi ça tient le cinéma quand même? Ça tient les mecs qui appuient sur des bons boutons. Donc c'était Nope aka Ben non de Jordan Peele, actuellement dans vos salles. Et donc rapidement en notule, le nouveau film de George Miller, 3000 ans à t'attendre, donc 6 ans après son formidable et définitif Mad Max Fury Road, donc 3000 Years of Longing, film qu'il a coécrit avec sa fille, si je ne m'abuse, Augusta Gore, basé sur un court roman de A.S. Byatt qui s'appelle The Gin in the Nightingale, donc qui raconte tout simplement l'histoire d'une universitaire extrêmement sérieuse qui travaille sur la narratologie, qui est jouée par Tilda Swinton, et un jour en Turquie, lors d'un colloque, elle tombe sur une lampe magique dans laquelle va sortir un génie qui est le beau Idris Elba, qui va lui raconter l'histoire de ses emprisonnements successifs dans cette fiole, et donc par là essayer de tenir tout un discours théorique, mythologique, émotionnel sur l'essence du conte et sur la narratologie moderne, sur le besoin de quitter le chaos du monde pour se réfugier dans la nature même des contes, qui depuis l'aube des temps, vous le savez, est à même de unir ou désunir les humanités. Et donc un film qui évidemment intéresse George Miller, parce que c'est des questions qu'il a traitées dans tout son cinéma et ses séries depuis qu'il a commencé à travailler dans le monde de l'audiovisuel de manière générale.
Sauf que là, je trouve que c'est un film qui, en termes théoriques, est évidemment passionnant. On voit absolument où il veut aller, mais ça va être au détriment, assez étonnamment, au détriment de son cœur émotionnel et presque de son cœur charnel. C'est-à-dire que je vois très bien où le film veut aller, je vois très bien les choses qu'il veut raconter, mais ça manque réellement vraiment de corps entre les... Tu restes un peu sur le pas de la porte. Ouais, voilà, c'est ça, entre les relations entre les deux personnages principaux, où devrait véritablement y avoir une véritable tension sexuelle qui, de là, naîtra une tension amoureuse par le biais des histoires que raconte le djinn. Et finalement, les histoires que raconte le djinn et le ressenti de Tilda Swinton, je les trouve assez déconnectés. Mais est-ce que ça peut pas être lié justement à la nature même des personnages, c'est-à-dire une universitaire qui est dans la distanciation déjà dès le départ, et un djinn qui lui n'a pas le choix d'être dans la distanciation, à partir du moment où il est éternel et il a un rapport au temps qui n'est pas le même que l'autre personnage. Du coup, à un moment donné, on a, on va dire, un retournement d'émotion chez les personnages où le personnage de Swinton tombe amoureuse du djinn, et finalement, on a un peu l'impression que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, de par le biais même des histoires que raconte le djinn, où tout d'un coup on va aller dans un univers ultra fantasmatique, on aura des grandes guerres, on aura des guerriers, on aura des scènes absolument stupéfiantes en termes de production design, en termes d'effets spéciaux, qui du coup contrastent avec le monde réel qui pour le coup est filmé de manière assez terne et assez plat, ce que je trouve assez bizarre dans un film de Miller, alors que c'est son même chef opérateur que Mad Max Fury Road de John Sayles qui est ressorti de sa retraite pour filmer avec lui, où là c'est vraiment plat, c'est même assez mou et les discussions sont quand même assez plates, comme un genre de Happy Chapong Veracetaku Lofi, qui contraste avec la mise en scène qui se veut beaucoup plus grandiose dans les scènes de narration du djinn, avec parfois quelques fautes de mauvais goût visuel, ce que je trouve assez bizarre et assez dommageable au film. Et ça m'a fait penser en fait à un autre film qui date de 2007, d'un réalisateur qui pourtant n'est pas quand même le dernier génie. C'est le film de Tarsem Singh, The Fall, en 2007, qui avait été produit par Fincher et par Spike Jonze. Ah, mais Tarsem, qui a un cas intéressant qui a un cas intéressant de kitsch, et ouais, mais je trouve parfois bien. Que pour on va dire à peu près The Fall, je suis d'accord complètement, une même visée sur la puissance du conte, la puissance de la fable, et la puissance du cinéma, je trouvais qu'il réussissait beaucoup mieux son coup, notamment parce qu'il arrivait à avoir un cœur émotionnel entre une petite fille et le personnage principal joué par Lee Pace, qui fonctionnait beaucoup mieux. Film très triste, j'ai film souvenir. Très triste, film hyper déprimant, The Fall. Qui est magnifique visuellement, mais qui, je trouve, arrivait mieux son coup que ne le fait là George Miller. Alors que c'est quand même un mec qui nous a justement habitués, en tout cas, à avoir une narration assez débridée, en tout cas à avoir des cœurs de narration qui sont assez spécifiques et assez particuliers à chaque film, que ce soit dans le motif de la poursuite, le motif de l'aller-retour, ou bien simplement d'un presque dépassement mythologique face à une adversité, que ce soit dans Lorenzo ou bien dans la Happy Feet. Alors que là, je trouve que, vu que c'est un film qui est presque évidemment fait pour lui, il le rate. Et je trouve qu'en fait, moi, c'était ça le pire, j'aurais préféré avoir un film raté plutôt qu'un film qui finalement ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu dommageable de la part de Miller. Qui t'intéresse mais qui te remue pas. Oui, voilà, c'est ça. Après, peut-être que c'est aussi un film qui regagnera à la revision, parce que le film est quand même assez riche sur beaucoup de détails de design et ce genre de choses, mais c'est un film qui laisse vraiment beaucoup trop à côté, alors qu'au contraire, par le biais du conte, il devrait t'inclure entièrement dedans. Donc voilà, c'est 3000 ans à t'attendre, 3000 Years of Longing de George Miller, actuellement dans vos salles. S'il passe encore, dépêchez-vous, parce qu'évidemment, le film se bide absolument partout. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Alors, vraiment très culturel, des expos et de la musique. Oui, alors pour les Rennais ou les Bretons, donc l'expo Pas Sommeil jusqu'à la fin du mois, non ? Qu'on peut voir jusqu'au 18 septembre, donc il faut se manier un petit peu. Au Frac Bretagne, donc sur 3 lieux, Frac Bretagne, Musée des Beaux-Arts et Champs Libres. Voilà, avec des courts-métrages, des installations... des belles photos, j'ai cru. Des photos, voilà. C'est absolument passionnant.
Ouais, c'est un peu la fête à Pontivy, ouais. Si vous voulez voir des crevards. Ah oui. Voilà, donc c'est passionnant, voilà, à voir. Et puis les explications, voilà, très très gros travail de muséographie, voilà, ça fait plaisir. Sujet ô combien rennais en plus. Ouais. Donc, oui, donc big up à tout ce joli monde qui a travaillé autour de cette exposition. Et il y a même, petit coucou amical, les élèves d'Hilary qui ont monté une expo. Voilà, Hilary fait partie du truc, voilà, elle se reconnaîtra. Un peu de musique, donc voilà, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, donc autant écouter du Nine Inch Nails parce que ça fait toujours du bien. Histoire de faire baisser un peu l'ambiance. Voilà, et puis... ça va être Ad Violence, leur mini-album là, de 2017, qui est absolument monstrueux. Et puis de la violence, on va en avoir besoin avec la rentrée politique qui nous attend. Exactement, docteur. Bon, bah alors moi, je vais aller tout en douceur et en subtilité baroque, mais avec un film classique des classiques, mais que j'ai eu l'occasion de revoir et de travailler dessus et que j'aime vraiment beaucoup, qui est Lettre d'une inconnue de Max Ophuls, qui est vraiment un film super triste, mais qui est aussi un film super beau. Voilà, avec une Vienne reconstituée en studio qui est de toute beauté, et puis la virtuosité de Max Ophuls, travail de caméra, et puis des super acteurs, enfin voilà, tout Hollywood, le Hollywood que moi j'aime bien, le Hollywood classique que moi j'aime bien, quand c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu. Très bien, merci. Alors moi, ce sera une série documentaire qui date de la fin du mois d'août sur l'histoire de ILM, donc Light and Magic, réalisé par Laurence Kasdan. 6 épisodes de 1 heure chacun, bourré d'images d'archives que j'avais jamais vues. Je n'avais jamais vu ou entendu l'histoire de ILM racontée comme ça. Il y a tous les survivants qui sont encore là. C'est absolument passionnant. Comment une bande de geeks hirsutes, tarés, fumeurs de joints, preneurs de LSD, musicaux, qui sont des cascadeurs, qui sont des mécaniciens, qui sont des gens totalement fêlés, ont créé le monde des effets spéciaux tel qu'on le connaît maintenant, puisque donc ça va jusqu'au dernier soubresaut de ILM sur la série The Mandalorian. C'est absolument passionnant sur toutes leurs méthodes, le passage au numérique, la détresse de certains, et surtout un George Lucas que j'ai rarement vu aussi content, aussi loquace, et qui parle énormément, qui a l'air vraiment très très content d'être là, et il raconte beaucoup de choses qu'on n'avait jamais entendu Lucas, et qui je trouve est très important parce que ça replace aussi son importance dans l'histoire des SFX et dans l'histoire du cinéma américain des 50 dernières années. Donc c'est absolument passionnant. Light and Magic. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Valentin à la technique. Prochaine émission, prochaine édition. RIP Jean-Luc et à ciao, bonsoir. Salut.